Racine. Je suis professeur à l'Institut de recherche clinique de Montréal, à l'Université de Montréal. Je dirige l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé et différents réseaux aussi. Et l'essentiel de nos travaux vise à documenter et à aider à résoudre des enjeux éthiques dans le milieu de la santé, notamment via des approches participatives et co-créatives, d'où l'initiative de cette série qui nous permet d'ouvrir la discussion, le débat sur des enjeux de société plus larges. Je suis joint par Isadora Foster de mon équipe. Merci beaucoup, Eric. Je me nomme Isadora Foster. Je suis assistante de recherche ici à l'unité. Et cette année, j'ai la chance de co-organiser et co-animer cette série de conférences avec Eric et notre collègue Bénédicte Anjou. Merci Isadora. Donc, cette année, la série porte sur la santé et le bien-être des femmes. C'est un thème qui s'imposait étant donné un nombre important de développements au niveau locaux et internationaux. On explore une variété de thématiques, d'enjeux, de problèmes. Et si ça vous intéresse, toutes les conférences sont disponibles sur notre canal YouTube. Le 12 juin dernier, la dernière conférence en liste était une conférence de Valérie Grandmaison, qui est coordonnatrice du RÉCI, le réseau de recherche sur les savoirs citoyens et les approches co-créatives. Valérie est aussi chercheuse doctorale à l'Université de Guelph. Elle est venue présenter sur la situation des femmes en situation de handicap. La thématique de la santé et du bien-être des femmes semble vous rejoindre et vous intéresser vraiment particulièrement si on se fie aux nombreuses de personnes qui ont assisté aux 6 dernières conférences, ainsi qu'au haut taux de participation à notre sondage de délibération publique. Pour les personnes qui n'ont pas pu assister aux dernières conférences ou qui ne seraient pas au courant, notre série de conférences comprend désormais un volet de délibération publique. Euh, En fait, après chaque conférence, vous êtes invité à remplir un court sondage anonyme en ligne en cliquant sur le lien dans le chat. Cette consultation par sondage vise à recueillir vos réflexions sur les thématiques abordées et à identifier ce que vous percevez comme des priorités de recherche et aussi des pistes d'action en matière de santé et de bien-être des femmes. Je vais vous partager ce qui ça ressemble. Voici un petit aperçu à quoi ça se ressemble. On envisage notamment de publier les résultats de cette consultation dans une revue scientifique et dans un journal de grand public. En participant à cette consultation délibération publique, vous aurez donc l'occasion de contribuer à une meilleure intégration des perspectives citoyennes dans le développement des futures recherches. On vous encourage donc à prendre quelques minutes après la fin de la conférence d'aujourd'hui afin de remplir ce sondage court et rapide. Merci. C'est Isadora. Donc, vous allez voir lors de la prochaine conférence, le 13 novembre, qui est un panel en compagnie de Louise Arel et Michel Stanton-Jean, nous allons avoir l'occasion de vous présenter les résultats préliminaires de ce sondage ainsi que les priorités d'action qui ont été identifiées. Donc, c'est une dernière chance aujourd'hui de participer à ce sondage et d'inscrire vos thématiques qui vous touchent et qui vous concernent. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir la présidente d'un organisme bien connu, le Conseil du statut de la femme, Maître Louise Cordeau. Elle est accompagnée de Mélanie Julien, qui est directrice de la recherche et l'analyse aussi au Conseil du statut de la femme. Donc, je vais vous présenter nos conférencières et vous allez voir, elles ont des feuilles de route vraiment impressionnantes. Je pense que c'est intéressant de prendre connaissance de leur biographie en débutant avec Maître Cordeau, qui a débuté sa carrière en exerçant le droit en pratique privée. Par la suite, elle a été directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Québec, puis du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques. C'est le début. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de choses. Elle a acquis une expertise de pointe dans l'industrie des médias, d'abord en occupant la fonction de directrice de Radio-Canada Québec pour la télé, la radio et le web. Elle a été par la suite nommée éditrice et chef de la direction du Journal de Québec chez Québécois. C'était la première femme à avoir occupé ce poste depuis la création du journal en 1967. Donc, quand même. Parmi ces distinctions, elle a été faite chevalière de l'Ordre national du mérite français en 2008,
Il a reçu également une reconnaissance de femme de mérite de YMCA dans la catégorie Affaires et professions en 2009. 2019, nommée chevalière de l'Ordre national du Québec. Et 2020, la médaille du Conseil du barreau de Québec pour souligner ses valeurs de justice, de rigueur et sa vision pour la société québécoise. 2022, elle est nommée au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur pour souligner son engagement et ses contributions au développement d'une diplomatie féministe. Depuis 2017, elle est présidente du Conseil du statut de la femme et au cœur de son action sont des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes et la mise en valeur de la contribution des femmes à l'essor économique et social du Québec en plein lien avec la thématique de cette série et de la conférence d'aujourd'hui. Mélanie Julien est directrice de la recherche et de l'analyse au CSF. Elle est diplômée en sociologie. Elle œuvre depuis plus de 20 ans dans la fonction publique québécoise. Elle y a réalisé plusieurs projets de recherche, en plus de contribuer à de nombreuses publications, y compris des articles scientifiques. Depuis 2018, au CSF, elle dirige des travaux de recherche et d'analyse qui fondent les avis, les mémoires, toutes les études qu'on voit sur le fantastique site Internet du Conseil. Donc, elle est derrière ces travaux-là et qui servent notamment à conseiller le gouvernement du Québec, mais aussi de nous informer, la population, sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a notamment été responsable de la production du bilan du CSF paru à l'occasion de son 50e anniversaire. Donc, je vous encourage à aller voir ce document qui est très beau, très riche, très intéressant, très évocateur et encore une fois en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à nos conférencières. La façon dont ça fonctionne, vous pouvez voir l'information dans le chat. Comme on est quand même très nombreux aujourd'hui, on va prendre des questions à la fin et je vais modérer cette session de questions pour les conférencières. D'accord? Donc, on vous laisse le podium. Merci beaucoup, beaucoup de prendre un moment et d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Racine. Bonjour à tout le monde. On est à distance, mais la magie aujourd'hui de la technologie nous permet de partager avec vous un moment de réflexion. Et vous savez, le Conseil du statut de la femme, c'est essentiellement un organisme de la fonction publique, évidemment, mais c'est d'abord un conseil de recherche pour le gouvernement qui est utilisé évidemment quant aux enjeux d'égalité, mais qui nous permet de faire, par exemple, des avis, des recommandations au gouvernement sur plusieurs sujets qui touchent les enjeux d'égalité, de faire aussi des études, de faire des portraits statistiques. Et dans la foulée du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, nous avons choisi de réfléchir sur les 50 ans d'enjeux d'égalité au Québec. Et à travers cette réflexion, on va vous partager une pièce maîtresse dans les prochaines minutes, mais à travers cette réflexion, nous voulions rejoindre plusieurs publics. Et un de ces publics, il vous conviendra avec moi que l'égalité, c'est non négociable au Québec, c'est essentiel dans notre société, ces valeurs d'égalité, mais il faut aussi les traduire dans le milieu de l'éducation. Et avec nos jeunes, on a décidé de faire une bande dessinée pour les jeunes de 8 à 12 ans qui s'appelle Cap Égalité. Et c'est une forme de legs du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme parce que à travers la bande dessinée, puis il semble que c'est un médium que les jeunes apprécient beaucoup, les jeunes qui embarquent sur un grand paquebot vont vivre des valeurs d'égalité, mais aussi certains obstacles
relatifs à des stéréotypes, relatifs à la tolérance, au vivre ensemble. Alors, cette bande dessinée-là est disponible et publiée aux Publications du Québec, est disponible aussi, nous l'avons rendue disponible dans les bibliothèques du Québec, dans plusieurs réseaux scolaires. On a aussi voulu faire une exposition itinérante pour rejoindre l'ensemble de la population québécoise sur ces 50 ans d'égalité. Et cette exposition itinérante permet de réfléchir à des grands événements qui ont permis au Québec, à travers des politiques publiques, à travers des lois, d'atteindre les niveaux dans l'ensemble de je dirais dans l'ensemble de nos institutions qui nous permettent de vivre ces valeurs d'égalité. Nous avons aussi, parce que nous croyons beaucoup à la passation du savoir, nous avons fait un documentaire qui s'appelle Les Héritières. Et c'est la rencontre entre Marie-Soleil Dion, une jeune comédienne, et Aline Desjardins. Aline Desjardins, c'est une journaliste de Radio-Canada qui avait une émission quotidienne et qui, par le biais de cette émission, traitait de sujets qu'on disait à ce moment-là, de sujets relatifs aux femmes, à la condition féminine, mais qui a été une des premières à aborder les grands enjeux en matière d'égalité au Québec. Et finalement, nous avons notre cher et très cher bilan sur 50 ans, l'égalité entre les femmes et les hommes, 50 ans d'égalité au Québec. Je vais vous raconter rapidement la petite histoire de cette publication et Mélanie Julien, la directrice de l'analyse et de la recherche, va pouvoir partager avec vous les grands éléments que constitue cette publication. En fait, en 1973, lors de la création du Conseil du statut de la femme, on a demandé, la ministre de l'époque, Lise Payette, a demandé au Conseil du statut de la femme de réfléchir à l'ensemble des enjeux d'égalité qui étaient à ce moment-là, qui existaient au Québec. Donc, pendant près de 5 ans, il y a eu une réflexion, il y a eu des consultations, il y a eu des comités. Et l'ensemble de ces réflexions a mené à un document qui constitue au Québec la première politique en matière de conditions féminines et qui s'appelle Pour les Québécoises, égalité et indépendance. À l'intérieur de ce document qui est majeur pour le Québec, il y avait plus de 300 recommandations et ce document-là a été divisé en 5 chapitres et vous les voyez actuellement. Donc, la socialisation, maternité, santé et violence, la famille, le marché du travail et le 5e nous fait toujours un peu réagir parce que vous voyez les amalgames, c'était loisir, art et finalement pouvoir. Alors, ça nous donne une idée de la place qu'occupaient les femmes au niveau des grandes responsabilités. En 1973, on les associait au loisir et à l'art. Je vais, avant de passer la parole à Mélanie, je vais peut-être vous faire sourire, mais on s'est posé pendant plusieurs années la question pourquoi le visuel, c'était un œuf à 2 jaunes. Et je vous fais sourire parce que on a demandé à la directrice des communications de l'époque et elle nous a expliqué que c'était leur vision de la notion d'égalité, donc dans le même environnement qu'il y a 2 jaunes, donc équivalent à l'homme et à la femme avec les mêmes droits. Sur ce, je vais laisser Mélanie poursuivre. On va prendre vos questions avec grand plaisir. Évidemment, la présentation de ce midi est à grands traits et on a essayé de faire en sorte que certains exemples qui vous sont donnés vous touchent davantage eu égard à votre activité, mais d'autres éléments auraient pu être choisis ou être évoqués, puis ça nous fera plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Mélanie?
Merci, Louise. Alors, effectivement, lorsqu'on a eu le projet, Louise et moi, de faire le bilan de cette situation-là dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil du statut de la femme, on a souhaité voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui par rapport à la situation qui avait été décrite par le Conseil dans les années 70. Alors, notre intention, c'était de voir, en fait, on avait deux angles de traitement. Dans un premier cas de figure, on essayait de voir au plan des politiques publiques, hein, qu'est-ce qu'on avait adopté au Québec en matière de loi, en matière de mesures sociales, en matière de programmes pour venir résoudre certains problèmes qui avaient été relevés par le Conseil en 1978. Et notre autre angle d'analyse était celui des données statistiques, parce qu'au fond, on essayait de voir dans quelle mesure les comportements sociaux, dans quelle mesure la population devenait de plus en plus égalitaire dans les faits. Alors, l'ouvrage navigue entre ces deux axes d'analyse-là, au plan des politiques publiques et au plan des comportements, je dirais, davantage sociaux, parce que l'on sait bien que, oui, l'adoption de politiques publiques, c'est important, mais ça ne suffit parfois pas à régler tous les problèmes. Alors, donc, vous avez à l'écran le visuel de cet ouvrage-là sur lequel on a atterri. Donc, l'ouvrage qui reprend la structure de la vie du Conseil de 1978, les cinq grands chapitres, que Louise a énumérés. Et on revisite les problèmes qui avaient été évoqués en 1978 et on met en relief quel chemin on a parcouru au Québec eu égard à ces problèmes-là, qu'est-ce qui est avancé, on est en mesure de mettre en lumière et où en sommes-nous aujourd'hui, dans quelle mesure les enjeux sont persistants, dans quelle mesure, jusqu'à quel point. Alors, c'est ce que propose l'ouvrage qui est à visée grand public. Hein. On s'appuie sur des données de recherche, mais notre intention, c'est de pouvoir informer l'ensemble de la population sur ces enjeux-là. Donc, dans le style d'écriture, dans le style de présentation, c'est un ouvrage qui se veut vraiment qui vise un public très, très large. Alors, comme le disait Louise, on peut, dans une quarantaine de minutes là, qui nous sont allouées, on peut difficilement faire une présentation exhaustive de l'ensemble des informations qui se trouvent dans cet ouvrage-là. Notre intention, c'est de pointer des faits saillants, eu égard particulièrement soit à la santé des femmes, ou au domaine de la santé, donc des thématiques qui sont sans doute d'autant plus susceptibles de vous intéresser. Et vous allez voir tout au long de la présentation, il y a des images de publication du Conseil parce que bien sûr que ces thématiques-là qui sont reprises dans le bilan macro-social qu'on a rendu public en 2023, mais ces thématiques-là, donc, ont été étudiées par le Conseil du statut de la femme dans le cadre d'études ou de mémoires ou d'avis de façon beaucoup plus approfondie. Alors, s'il y a une thématique qui retient votre attention, vous pourrez trouver sur le site web du Conseil là, un document qui permet d'aller plus en profondeur que ne le permet la conférence d'aujourd'hui. Alors, je me lance, j'y vais avec le premier chapitre de notre bilan qui concerne la socialisation, le processus de socialisation, ce processus-là à travers lequel les filles et les garçons apprennent en fait les normes et les attentes qui sont associées à chacun des sexes et qui met en relief, au fond, les stéréotypes sexuels qui peuvent être véhiculés, que ce soit à travers la famille, à travers l'école, à travers les médias, les publicités. Alors, c'est l'objet de ce premier chapitre-là de l'avis du Conseil de 1978 et de notre bilan publié en 2023. Donc, bien sûr qu'il y avait un certain nombre de problèmes ou de faits qui préoccupaient le Conseil en 78, notamment toute la question des jouets genrés. Dans le Conseil en 78 mettant en relief le fait que
On a tendance à donner aux petites filles des poupées alors que on tourne les garçons, on dirige les garçons vers des soldats, des véhicules, des ballons, des armes. Alors d'un côté, on apprend dès le jeune âge aux filles, on leur apprend à prendre soin des autres, alors qu'on apprend aux garçons à être rapides, à être combatifs, à être mobiles, à s'engager dans l'activité physique. Alors déjà, à travers l'offre de jouets, on apprend un certain nombre de stéréotypes dès le bas âge. Et le Conseil s'inquiétait aussi du faible taux d'activité physique des jeunes filles, notamment des adolescentes. Cette situation-là a été mise en relief d'abord par le fait du faible nombre de modèles féminines, le fait qu'il y avait peu de femmes modèles dans l'univers du sport. Et on le reliait aussi beaucoup au fait de faibles ressources financières octroyées au sport féminin. Le Conseil s'attardait aussi en 78 à certaines habitudes qui étaient prises par les jeunes filles, les jeunes femmes, des habitudes qui étaient prises pour soigner leur apparence physique, parfois au détriment de leur santé. Hein, le Conseil relevait les fameux souliers à talons hauts, soulevait les produits de maquillage nocifs, parlait des douches et déodorants vaginaux, de certaines habitudes alimentaires déficientes, l'usage du tabac aussi qui à l'époque était associé à une certaine forme d'image de femme libérée. Alors c'était des habitudes donc qui pouvaient porter préjudice aux femmes et le Conseil demandait de réglementer l'information qui était fournie sur les différents produits cosmétiques et d'hygiène notamment pour d'autant mieux informer les femmes des risques d'effets secondaires, par exemple, de l'usage de certains produits. Et le dernier point qui me semble d'intérêt à porter à votre attention, c'est toute la question de la connaissance, de l'éducation sexuelle. En fait, en 78, le Conseil déplorait ni plus ni moins, et je le dis dans les termes employés de l'époque, l'ignorance des jeunes sur la santé sexuelle. Le Conseil s'inquiétait notamment des risques pour la transmission de maladies, des risques de grossesse non désirée, puis revendiquait en fait une éducation qui soit systématique et dispensée via l'École québécoise. Alors, allons voir maintenant sur ces 4 points-là quel chemin nous avons fait au Québec. Alors, on le sait, il y a beaucoup plus de sensibilisation aujourd'hui aux jouets et aux livres non genrés. Hein. On est sensible aux jouets que l'on offre aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Il y a même, en 2019, le gouvernement a rendu public une brochure d'information. Les livres et les jouets ont-ils un sexe? Et cette brochure-là, elle est transmise à l'ensemble des services de garde pour aiguiller les éducatrices et éducateurs en service de garde au fait que les jouets et les livres n'ont pas de sexe et qu'il faut offrir une large gamme de jouets aux enfants pour favoriser leur développement d'autant plus complet. En dépit de cette sensibilité-là, il n'en demeure pas moins que vous, comme moi, vous ouvrez un circulaire de nos jours et il n'en demeure pas moins que sur les pages des catalogues, les pages des publicités, on associe encore souvent tous les jouets, les produits, les jouets associés au travail domestique, les jouets avec les produits de beauté aux petites filles, alors que souvent les camions, les jeux de construction, les jeux de sciences sont souvent associés à des garçons aussi. Alors oui, il y a une promotion des jouets non genrés, mais dans les faits, la publicité reste souvent collée aux stéréotypes sexuels. Sur la deuxième thématique, la question de l'activité physique, effectivement, là aussi, il y a une sensibilité à promouvoir d'autant plus le sport auprès des filles. Il y a d'ailleurs des organismes dont c'est la mission première, hein, je pense notamment à Filles actives, à Égale Action, à la Lancée. C'est vraiment la mission de ces organismes-là de faire valoir le sport auprès des filles. Et effectivement, il y a de plus en plus de filles qui sont actives physiquement.
Mais force est d'admettre, si on regarde les données statistiques, il y a quand même un écart qui persiste entre la proportion de filles et de garçons qui atteint les niveaux d'activité physique le recommandé là, pour les jeunes de 12 à 17 ans, c'est 60 minutes d'activité physique par jour. Alors, il y a quand même des écarts assez substantiels là, dans les statistiques qui sont projetées, là, qui perdurent dans le temps. Il y a effectivement de plus en plus de modèles féminins. Hein. Il y a de belles athlètes féminines qui remportent plein de succès. On pense à Marie-Philippe Poulin au hockey, à la jeune Alexandra Wozniak au tennis. Alors, ce sont les Roses de Montréal. On a tout plein de nouveaux modèles de filles qui se démarquent dans l'univers du sport et c'est tant mieux et ça éveille les filles, ça permet aux filles de se projeter dans l'avenir. Mais quand on regarde à plus petite échelle, la proportion de femmes parmi le personnel parmi le personnel d'éducation physique dans les écoles secondaires, je ne sais pas si vous avez à l'esprit la proportion de femmes parmi ce personnel-là. Ça demeure quand même une minorité. 22% de femmes professeurs d'éducation physique au secondaire. Alors, les modèles féminins sont de plus en plus présents, mais demeurent quand même minoritaires comparativement aux hommes. Et le dernier point qui était abordé, pardon, je suis allée trop rapidement avec le diaporama, alors je recule. Voilà, sur celui-ci, sur les produits d'hygiène, donc, et sur l'éducation à la sexualité. Donc, pour ce qui est des produits d'hygiène, effectivement, le Québec en fait, pas le Québec tant, mais plutôt à l'échelle canadienne, il y a eu adoption de réglementation sur l'information qui doit être transmise avec l'utilisation des produits. Ce sont des réglementations qui ont été adoptées, je le disais, à l'échelle canadienne en 85 pour la loi, en 2006 pour ce qui est de la réglementation. Et donc, il y a une plus grande information qui est transmise au regard de certains produits-là, mais en même temps, il en demeure pas moins qu'il y a certains produits, notamment qui peuvent être promus sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour lesquels la réglementation n'a pas forcément d'emprise. Le Conseil du statut de la femme a notamment travaillé sur l'accessibilité des produits menstruels, puis ils ont mis en lumière le fait qu'il y a certains risques qui peuvent être associés à l'usage de certains produits menstruels. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres de produits qui pourraient porter préjudice aux femmes sur le plan de la santé. Puis pour ce qui est de l'éducation à la sexualité, hein, le Conseil demandait à ce qu'il y ait de l'éducation à la sexualité à travers les écoles. Bien, effectivement, l'éducation à la sexualité a fait son entrée dans les écoles secondaires et primaires dans les années 80, en 86 au secondaire, en 89 dans les écoles primaires, via le cursus, via le programme formation personnelle et sociale. Moi, je suis de cette génération. J'ai eu des cours communément appelés de FPS, mais cours qui ont été abolis avec la réforme de l'éducation en 2000, au tournant des années 2000, de sorte que de 2001 à 2017, il n'y a pas d'éducation à la sexualité qui était offerte systématiquement dans les écoles. Pendant cette période-là, l'éducation à la sexualité est devenue une compétence transversale dans le programme de l'École québécoise, de sorte qu'il pouvait y avoir des enseignements à travers différentes matières, notamment on peut penser à la biologie, mais personne n'avait la responsabilité parmi le personnel d'enseigner cette matière-là. Puis vous le savez, vous comme moi, quand tout le monde est responsable de quelque chose, souvent, il en ressort que personne ne s'en occupe véritablement. Alors, il y a eu une certaine latence de 2001 à 2017. Et c'est en 2018 qu'ont été réintroduits des contenus obligatoires en matière d'éducation à la sexualité, contenus obligatoires qui ont été intégrés dans le cours éthique et culture religieuse, pas éthique et culture religieuse, mais le programme Culture et citoyenneté québécoise, programme qui a été implanté dans l'ensemble des écoles du Québec en 2024.
Mais il y a certains défis dans la mise en œuvre de ce programme-là. D'une part, en ce qui touche la formation du personnel qui est responsable de l'enseignement de ces contenus-là. Il y a des défis aussi au regard du temps qui est alloué à cette matière-là versus l'ensemble des matières qui sont à couvrir dans le cursus. Alors, le programme est là, mais la mise en œuvre semble poser certains défis. Et c'est d'autant plus important de s'attarder à cette éducation à la sexualité à travers l'école, parce que l'école doit en quelque sorte faire contrepoids à l'ensemble de l'information qui peut circuler, notamment sur le web, sur les réseaux sociaux. Quand en 78, le Conseil faisait référence à l'ignorance des jeunes en matière de sexualité, aujourd'hui, on pourrait penser que le problème en est davantage un de désinformation. Alors, il faut que les jeunes soient en mesure de faire la part des choses dans l'information qui circule sur les réseaux sociaux, d'où l'importance d'avoir de l'éducation qui soit offerte à l'école pour avoir de l'information juste et fiable. Voilà pour le premier chapitre. Je sauterai au second, celui sur la santé, qui risque de vous interpeller particulièrement. Alors, forcément qu'on ne peut passer sous silence la question de l'avortement. Hein. Dans les années 70, l'avortement était considéré comme un crime. Un crime à la fois pour les femmes qui se font avorter, mais aussi pour les personnes qui pratiquent les avortements. Le Conseil aussi en 78 mettait en relief le fait qu'il y avait somme toute peu d'efforts qui étaient investis à l'époque pour dépister le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, hein, les maladies qui concernent la biologie féminine suscitaient peu d'attention de la part dans le milieu de la médecine, milieu qui était composé majoritairement d'hommes. Depuis 1978, vous le savez tout autant que moi, l'avortement est reconnu comme un service de santé en vertu de la loi canadienne sur la santé. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit à quel moment l'avortement a été décriminalisé au Canada. Alors, en 1988, c'est à cette époque, à ce moment-là, qu'il y a eu l'arrêt Morgan-Taylor qui est venu invalider l'article 251 du code criminel qui disait que l'avortement était un crime à moins que la grossesse mette en danger la santé de la mère. Et c'est l'année suivante, en 1989, qu'on a reconnu que le fœtus n'a pas de statut juridique et qui fait en sorte que les pères n'ont pas de droit sur le fœtus. Il y a d'ailleurs, vous avez peut-être vu passer la série télévisée Désobéir, le choix de Chantal Daigle qui met bien en lumière ces événements historiques-là qui ont mené à ce jugement-là de 89. Et plus récemment, en 2016, au Québec, il y a eu adoption d'une loi qui interdit les manifestations à 50 mètres d'un lieu où on pratique des avortements. Alors, on a voulu préserver la liberté pleine des femmes de se rendre dans ces cliniques-là et de recourir à l'avortement sans pression malveillante. Le sujet de l'avortement, vous le savez comme moi, est revenu à l'avant-scène ces dernières années avec ce qui s'est passé chez nos voisins du Sud. Le gouvernement du Québec a notamment, dans une perspective de favoriser l'accessibilité des services d'avortement et assurer la qualité des services offerts sur l'ensemble du territoire du Québec, a adopté en 2024 un plan gouvernemental à cette fin-là, un plan gouvernemental auquel le Conseil du statut de la femme contribue également. Pour ce qui est du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, il y a eu adoption au Québec d'orientation pour en favoriser le dépistage. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit les dates auxquelles ont été adoptées ces orientations-là. C'est quand même assez récent, 98, 2011, c'est assez récent. Je le disais tout à l'heure, la biologie féminine a suscité moins d'intérêt auprès de la science
Et je vais être curieuse lors de nos échanges qui vont suivre la présentation à vous entendre sur votre perspective de vue à ce sujet-là. Le Conseil du statut de la femme s'est penché sur cette thématique-là dans un récent avis sur l'intelligence artificielle. Parce que, en fait, cet avis-là est paru en septembre 2023, puis on met en relief les préoccupations de certains spécialistes à ce qu'on puisse développer des systèmes d'intelligence artificielle qui soient basés sur les résultats des recherches cliniques, par exemple, des 50 dernières années. On sait que ça a pris du temps avant que la recherche clinique prenne en considération des sujets féminins. Majoritairement, la recherche clinique s'est appuyée sur une majorité de sujets masculins parce que c'est compliqué et coûteux de travailler avec la biologie féminine. Vous le savez mieux que moi, il faut tenir compte du cycle menstruel des femmes, il faut tenir compte de l'effet potentiel de l'étude elle-même sur un éventuel fœtus. Les femmes qui participent aux études peuvent devenir enceintes en cours de recherche. Alors, c'est compliqué, donc, et coûteux de tenir compte de sujets féminins. Et c'est depuis les années 80 que la recherche clinique s'est montrée sensible à ces enjeux-là pour mieux tenir compte des spécificités de la biologie féminine. Et donc, qu'on intègre davantage de femmes dans la recherche clinique. Et donc, si on alimente des systèmes d'intelligence artificielle sur la base des résultats des recherches cliniques, par exemple des 50 dernières années, mais il y a des spécialistes qui mettent en doute la qualité, par exemple, des diagnostics qui pourraient être posés pour des femmes, la qualité des traitements que le système d'intelligence artificielle proposerait d'offrir aux femmes. Alors, l'usage de l'intelligence artificielle dans le milieu de la santé génère un certain nombre d'enjeux éthiques que je présume qui sont sur vos tables de travail actuellement. Alors, d'où l'intérêt peut-être d'ouvrir les échanges, notamment sur ce sujet-là au terme de la présentation. Par rapport à la famille maintenant, le chapitre sur la famille, le Conseil s'intéressait bien sûr en 78 sur le partage des responsabilités familiales, s'attardait au fait notamment que les pères étaient somme toute très peu impliqués dans l'éducation, dans les soins aux enfants, et déplorait le fait que l'investissement des femmes dans les soins offerts aux enfants et aux aînés était très peu reconnu socialement. Le Conseil demandait à l'époque la mise en place de mesures sociales pour mieux soutenir les femmes, notamment financièrement, qui s'investissent dans ce type de travail non rémunéré, mais ô combien important pour la société québécoise. Depuis 1978, il y a eu bien sûr adoption de politiques familiales au Québec pour mieux soutenir les familles. Et qui dit mieux soutenir les familles dit forcément mieux soutenir les femmes qui sont au cœur de ces familles-là. Alors, la première politique familiale date de 1988 et c'est avec cette politique-là qu'a été mise en place des allocations universelles pour les familles pour compenser donc financièrement le travail de soins offert aux enfants. Et avec la deuxième politique familiale adoptée en 1997, il y a eu la mise en place des centres de la petite enfance, nos fameux CPE au Québec, et aussi création d'un congé parental, du régime québécois d'assurance parentale qui s'est concrétisé en 2006. Et ce qui est intéressant avec le régime québécois d'assurance parentale, c'est bien sûr le fait qu'il y ait non seulement un congé réservé aux nouvelles mères à l'arrivée d'un enfant, donc il y a un congé réservé aux mères, mais il y a aussi un congé réservé aux pères pour d'autant mieux favoriser leur implication dans les soins aux enfants. Et il y a un troisième congé qu'on appelle un congé parental qui, lui, est partageable entre la mère et le père. Et ce qu'il y a de bien à souligner, c'est que le congé de paternité est devenu une norme sociale au Québec. 80% des pères recourent à ce congé-là, donc prennent une pause à l'arrivée d'un enfant pour s'en occuper. Alors, c'est très bien, c'est une avancée certaine. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit de quelle façon, toutefois, est utilisé le congé parental. Est-ce que les hommes
utilisent, dans quelle mesure, en fait, les hommes utilisent une partie du congé parental. Et là, on a encore du chemin à faire. 20% des pères utilisent une partie du congé parental. Donc, le 20% que vous avez à l'écran, c'est pas la totalité, mais c'est une partie du congé parental. Alors, ce congé-là demeure largement pris davantage par les mères que par les pères. Et en 2021, le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure, a revu le régime québécois d'assurance parentale pour tenter de favoriser un partage plus équitable de ce congé-là. En fait, de façon très concrète, s'il y a un partage plus équitable du congé parental, il y a augmentation du nombre de semaines de prestations du RQAP. Alors, on va voir au fil du temps dans quelle mesure cette mesure-là aura une incidence sur le partage du congé parental. Puis finalement, il y a un enjeu un peu plus récent qui nous préoccupe au Québec avec raison, c'est celui de la proche aidance, hein, avec le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie notamment. Il y a de plus en plus de besoins à venir aider nos personnes aînées. Et ce que le Conseil en fait a travaillé sur cette question-là en 2020, on a rendu public un avis sur ce sujet-là qui montrait que globalement, à peu près la même proportion d'hommes et de femmes au Québec s'identifient comme étant proches aidants, mais quand on regarde l'ampleur de la contribution, le nombre d'heures par semaine investies en proche aidance, on voit que les femmes demeurent largement plus impliquées, plus investies dans ce rôle-là que les hommes. Il y a une politique qui a été adoptée sur le sujet de la proche aidance en 2020 pour reconnaître l'importance de ce rôle-là dans notre société. On cherche à mieux reconnaître ce rôle-là, mais concrètement, il y a encore beaucoup de réflexions à faire sur la manière de considérer cet investissement-là. Notamment, il n'y a pas de congé qui est officiellement reconnu pour s'absenter, par exemple, du travail pour prendre soin d'une personne de son entourage. Le marché du travail, maintenant, en 1978, le Conseil pointait plusieurs problèmes liés à l'accès à l'emploi des femmes et à leurs conditions d'emploi également. On mettait notamment en relief l'accès restreint des femmes aux études avancées. Le fait qu'à cette époque-là, le salaire des femmes était généralement conçu comme un salaire d'appoint au sein de la famille. Il y avait souvent des inéquités salariales qui étaient observables sur le marché du travail. Puis, on déplorait le fait qu'à l'arrivée d'un enfant, une femme qui voulait s'occuper de son enfant était souvent forcée de briser son lien d'emploi pour prendre un certain congé. Et sur cette thématique-là, heureusement, on a fait des pas majeurs, hein. Les femmes ont eu accès à l'ensemble des formations. Il y a eu une démocratisation du système de l'éducation au Québec qui a largement bénéficié aux femmes. On retrouve maintenant des femmes dans toutes les sphères d'activité. Mais, bien sûr, à géométrie variable. Les femmes demeurent sous-représentées dans les emplois du prendre soin, dans les emplois du care, en santé, notamment en éducation aussi. Vous le voyez à l'écran, notamment 96% de femmes en éducation à la petite enfance, 90% de femmes en soins infirmiers. Alors, il y a vraiment, ce sont encore des secteurs après largement associés aux femmes. Pour ce qui est du domaine de la médecine, c'est un domaine qui est mixte comme d'autres. Alors, on voit que selon la statistique que vous avez à l'écran, 49% de femmes dans le domaine de la médecine. Il y a peut-être eu évolution depuis l'apparition de notre ouvrage. Je le disais, il y a d'autres secteurs qui sont mixtes aussi, notamment le droit qui l'est. Mais ce que les analyses statistiques nous démontrent, c'est que souvent, il y a une forme de déplacement. Alors, globalement, le secteur, il est mixte, mais les choix, les branches disciplinaires à l'intérieur du secteur d'emploi demeurent soit à prédominance masculine ou féminine. Par exemple, dans la médecine, on va se rendre compte que les femmes investissent davantage la pédiatrie que les hommes et beaucoup moins le secteur de la cardiologie.
c'est un phénomène qui se reproduit dans toutes les sphères d'activité, notamment en droit. Les femmes vont être davantage investies dans le droit familial, moins dans le droit criminel. En construction, les femmes vont être davantage peintres que conductrices de véhicules lourds. Alors, il y a vraiment ce qu'on appelle en sociologie une ségrégation interne aux différents métiers, différentes professions. Je le disais, les femmes sont surreprésentées dans les milieux, dans les secteurs de la santé et de l'éducation, mais demeurent encore largement sous-représentées dans le secteur de la science, 24% pardon, de femmes dans le secteur de la science. Et dans tous les métiers, dans tous les emplois qui requièrent davantage de force physique, qui sont davantage associés aux hommes, notamment en construction et en sécurité incendie, où on observe un 4% de femmes. Et bien sûr que la présence des femmes dans ces secteurs-là soulève un certain nombre d'enjeux, notamment au plan de la santé et de la sécurité du travail. Puis je vais insister un petit peu sur ces points-là avec vous. On a bien sûr adopté au Québec un certain nombre d'encadrements, de politiques, de programmes pour améliorer les conditions de travail des femmes. J'attire votre attention notamment sur le programme pour une maternité sans danger, qui permet aux femmes, si le travail porte un risque pour leur santé ou la santé de leur fœtus, elles peuvent être réaffectées à une autre tâche ou bénéficier d'un retrait préventif. Alors, c'est en 81 au Québec où on a adopté ce programme-là. Bien sûr, le RQAP dont je viens de parler au sujet du congé réservé aux pères, c'est quand même une avancée majeure, mais toute récente tout de même. Là, on parle de 2006, c'est depuis 2006 que les femmes peuvent bénéficier d'un congé payé à l'arrivée d'un enfant. Mais je le disais, il y a quand même des enjeux avec le fait que des femmes investissent des secteurs d'activité à prédominance masculine. Et par exemple, une avancée toute récente, en 2024, le gouvernement a reconnu le cancer du sein comme étant une maladie professionnelle pour les pompières. Alors, on reconnaissait au Québec le cancer du poumon pour les pompiers, le cancer de la prostate, mais on ne reconnaissait pas le cancer du sein. Alors, c'est lors d'une consultation sur un projet de loi, le Conseil avait fait valoir au gouvernement ce manque-là, et il y a eu donc ajout de cette maladie professionnelle, cette reconnaissance-là du cancer du sein comme étant une maladie professionnelle reconnue pour les pompières. Et les secteurs à prédominance féminine ne sont pas exempts d'enjeux non plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on regarde les lésions professionnelles liées à la violence, que ce soit la violence physique ou psychique, on se rend compte que 70% de ces lésions professionnelles-là sont répertoriées dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Alors, ce sont des enjeux qui sont autres, mais qui sont tout autant importants à souligner. Et finalement, le dernier chapitre, celui sur le loisir, la création artistique et le pouvoir. En 78, le Conseil mettait en relief le fait que les femmes avaient très peu de temps libre à consacrer au loisir, au sport, aux arts et à l'implication politique. Elles étaient peu présentes dans le loisir organisé, que ce soit à titre de participatrices, de participantes plutôt, participantes à ces activités-là et à la tête de ces organisations-là comme pour organiser une offre de services qui tiennent compte de l'intérêt des femmes. Et bien sûr, des femmes quasi absentes de la politique dans les années 70. Le Haut Conseil, on a travaillé sur cette question-là dans une récente étude, une étude sur les enjeux liés aux femmes et au sport. On se rend compte que les femmes sont maintenant majoritaires au sein du personnel des organismes de sport, de plein air, de loisirs, mais elles demeurent minoritaires parmi les postes de pouvoir, notamment dans les CA, dans les conseils d'administration de ces organismes-là. 22% de femmes membres
des CA de ces organismes-là. Et les femmes, vous le savez comme moi, les femmes disposent de moins de temps libre que les hommes à investir dans le sport notamment, de par la charge liée, la charge domestique, les responsabilités parentales. Alors, pour ce qui est des activités sportives, c'est environ la moitié du temps que les hommes, que les femmes consacrent aux activités sportives. Et pour ce qui est de la politique, maintenant, le dernier sujet, mais non le moindre, les femmes ont progressivement investi la sphère politique. On a atteint maintenant on a la parité actuellement à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit en quelle année on a atteint au Québec la parité. Quand on dit la parité, c'est entre 40 et 60% des sièges qui sont occupés par les femmes. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit, ça fait combien de temps au Québec qu'on a atteint cette parité-là? On a l'impression que ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais en fait, ça fait juste 2 élections. La première fois en 2018, on a atteint la parité et la seconde fois en 2022. Alors, c'est somme toute assez récent que cette parité-là a été atteinte. Et on n'est pas à l'abri de certains reculs au Québec, puisqu'on en a déjà vécu certains reculs dans le passé sur cette question. Et parce qu'il n'y a pas d'obligation qui est faite aux partis politiques de présenter un nombre quelconque de candidatures féminines. Puis, vous avez à l'écran les données statistiques pour ce qui est de la politique municipale et postes de gestion. Alors, ce sont deux secteurs où la représentation des femmes demeure quand même encore minoritaire et donc où on a encore du chemin à parcourir. Alors, je vais conclure rapidement. Alors, ce survol-là est vraiment très bref, mais permet de montrer notre progression au Québec, le fait qu'on a des avancées indéniables, des avancées qui sont ancrées dans des politiques publiques, mais ces avancées, elles sont récentes, elles demeurent quand même fragiles et assez partielles. Donc, c'est dire qu'on a encore du travail à parcourir, notamment pour ce qui est des nouveaux enjeux relevés, les nouveaux espaces qui sont investis, notamment le web, l'intelligence artificielle. Alors, ce sont de nouvelles interfaces où se reproduisent ces enjeux d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et toute la question des écarts entre les femmes et les hommes dont je n'ai pas fait mention aujourd'hui, mais il y a quand même des facteurs de vulnérabilité qui viennent se superposer et qui fait que certaines femmes sont particulièrement désavantagées à cet égard-là. Alors voilà, ça fait le tour rapidement. Je pense qu'on peut ouvrir les échanges. Merci beaucoup, Madame Julien, Maître Cordeau, pour le survol. On a un moment pour prendre des questions. Donc, il y a déjà plusieurs questions en ligne. Vous êtes nombreuses et nombreux, plus de 200 aujourd'hui, mais n'hésitez pas à formuler vos questions. On va en prendre le plus qu'on peut dans le temps qu'on a. Première question, anonyme. Est-ce que la société fait de l'agisme chez les femmes comparativement aux hommes âgés dans divers plans de la société tels que le travail, etc.? L'agisme, la comparaison entre les hommes âgés et les femmes âgées, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez des perspectives, des travaux qui ont porté sur cette question? Le Conseil n'a pas fait de travaux spécifiquement sur cette question-là, mais de la question du double standard, c'est ce que j'entends à travers la question, le double standard entre les femmes et les hommes, les attentes qu'on peut avoir à l'égard des femmes versus des hommes. On le voit par exemple là, dans le bilan, on en fait mention pour ce qui est de la sphère politique. Quelles sont les attentes que la population a à l'égard des hommes versus à l'égard des femmes? Quelle exigence on pose à l'égard de nos femmes et de nos hommes politiciens. Alors, il y a souvent ce double standard-là entre les deux. Alors, même si on n'a pas étudié spécifiquement la question de l'agisme, la question du double standard est fait mention dans notre ouvrage, effectivement. Merci. On a un témoignage ici. Peut-être je vais vous demander de réagir ou commenter sur l'avortement. Une personne nous dit: j'ai 78 ans et j'ai eu connaissance des faits suivants qu'elle récite. Dans les années mi-70, du côté francophone, un comité dans les hôpitaux décidait si la femme pouvait être avortée ou non. La raison devait être que la santé de la femme était en danger.
Côté anglophone, à l'hôpital Montréal Général, il y avait un département qui se nommait Terminal Pregnant ou Pregnancy, où il n'y avait aucun comité. On avortait les femmes qui le demandaient, en plus l'avortement était payé par l'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez commenter ou réagir ou dire quelque chose sur ce témoignage? Je ne sais pas si Louis, tu veux y aller. Ton micro est fermé toutefois. Notre société a quand même beaucoup évolué et comme le faisait mention, toute la question de la décriminalisation de l'avortement a transformé les pratiques. Et tantôt, Mélanie évoquait le plan d'action du gouvernement quant à l'avortement et on est en train actuellement au Conseil de repérer l'expérience des femmes qui ont subi des avortements et aussi l'ensemble des expériences et de la façon dont sont traitées les femmes qui subissent des avortements. Alors, sans que ce soit comparable à ce que la personne nous mentionne, il est clair que je pense qu'au Québec, il faut s'interroger sur les pratiques, sur l'accessibilité, sur l'accueil que reçoivent ces femmes-là, sur la façon dont le milieu de la santé aussi peut répondre à l'ensemble des demandes. Alors, ce n'est pas exactement le même exemple, mais je pense qu'il y a encore plusieurs enjeux. Peut-être une question de suivi de ma part, c'est qu'on note souvent que si je ne me trompe pas, les femmes québécoises participent beaucoup plus au marché de l'emploi que jadis et même plus que, je pense, partout ailleurs au Canada, un taux parmi les plus intéressants, les plus élevés au monde. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects où les femmes québécoises ont, je dirais, comme des conditions favorables et est-ce qu'il y a des aspects qui sont vraiment comme défavorables par rapport aux autres provinces, un peu pour faire du millage sur la question qui était posée? Est-ce qu'il y a encore des écarts ou bien la condition des femmes au Québec est vraiment, c'est beaucoup amélioré et avantageusement comparable par rapport à ce qui se passe dans les provinces du pays? Ailleurs au pays. C'était effectivement pas l'objet de notre bilan. C'était pas de comparer la situation québécoise avec celle de d'autres juridictions, mais à l'intérieur de nos travaux au Conseil, c'est souvent une question qui nous interpelle effectivement. Puis je vous dirais, ça dépend avec qui avec qui on se compare. Hein? Ça dépend selon le sujet, si on se compare avec nos voisins du Sud ou avec le reste du Canada ou avec les pays scandinaves, mais selon notre point de comparaison, le Québec est plus ou moins progressiste et plus ou moins tient plus ou moins compte des réalités des femmes. Peut-être je donnerais un exemple qu'on a étudié récemment au Conseil du statut de la femme, c'est celui de la question des congés parentaux, hein, le fameux régime québécois d'assurance parentale. Notre régime au Québec, il est vraiment avantageux par rapport à ce qu'on retrouve au reste du Canada avec le RQAP en matière de nombre de semaines de congés payés. Et idem pour ce qui est du congé réservé aux pères. Le fait qu'au Québec, on ait un congé qui soit réservé aux pères, c'est vraiment une avancée certaine. Mais quand on se compare avec certains modèles scandinaves, on se rend compte que là-bas, le congé réservé aux pères, par exemple, il est beaucoup plus long que celui au Québec. Hein. Au Québec, le congé réservé aux pères, il y a comme deux programmes. C'est soit 3 ou 5 semaines là, selon le programme qui est privilégié par le couple. Alors que dans certains pays scandinaves, le congé réservé aux pères, il est beaucoup plus long. Donc, à ce moment-là, il y a comme la norme sociale de la durée du congé est beaucoup plus grande dans ces pays-là qu'au Québec. Alors, c'est un cas de figure où est-ce que c'est un sujet précis, mais sur lequel on est très avantagé par rapport aux autres provinces du Canada, mais moins avantagé, je dirais, que certains pays scandinaves. Il y a plusieurs questions. Il y en a une qui porte sur l'activité physique des femmes et c'est Marie-Hélène Champoux qui demande, pourrait-on valoriser davantage la musculation chez les jeunes filles et les femmes et développer des programmes pour défaire les stéréotypes, améliorer l'accessibilité par des garderies aux centres sportifs et offres d'activités de musculation avec des charges lourdes adaptées pour les femmes? Donc, une question qui touche à beaucoup d'aspects dont on a parlé aujourd'hui.
C'est fort intéressant parce que c'est vrai que la question de la conception du sport, hein, l'univers du sport est souvent associé aux hommes. On associe la force physique aux hommes plutôt qu'aux femmes. Et il y a beaucoup de stéréotypes à cet égard-là, puis il y a beaucoup de travail qui est à faire. Puis là, je fais un lien avec le marché du travail. Hein, tu sais, je disais, les femmes sont 4% dans sécurité incendie. Hein, le préjugé fait que dans quelle mesure une femme pompière va avoir la force physique d'aller sauver des vies lorsqu'il y a il y a un incendie. Et ce stéréotype-là, il est fort, mais en même temps, les femmes sont tout autant capables que les hommes aussi. Alors, ce sont des stéréotypes qui ont la vie lourde. Puis, à travers des programmes, des exemples que propose la dame, effectivement, c'est des belles avenues de réflexion pour amener les femmes à développer leur masse musculaire, par exemple. Génial. Ben, pour les questions, en tout cas, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Il y en avait d'autres qui touchaient, par exemple, à la nouvelle législation sur le droit à l'avortement et si le Conseil avait une posture à cet égard. Une autre question un peu plus générale qui demandait, en fait, compte, si c'est les femmes qui ont réellement transformé le monde du travail ou c'est finalement les femmes qui se sont adaptées mieux aux exigences du travail. Donc, une question un petit peu plus globale. Mais moi, au nom de tout le monde, je veux vraiment vous remercier pour votre conférence, votre présence. Et je vais laisser le mot de conclusion à Isadora qui va nous annoncer aussi la prochaine conférence. Est-ce que je peux me permettre un petit Allez-y. 15 secondes? Oui, D'abord, pour vous ça remercier de fait votre plaisir. invitation, vous remercier de l'accueil, vous dire aussi que le bilan est disponible complètement gratuitement. Évidemment, il y a une version web, mais toute personne qui souhaiterait avoir le bilan peut contacter, peut écrire au Conseil du statut de la femme et on va le faire parvenir avec un grand plaisir. Et comme le Conseil du statut de la femme a aussi le rôle, comme vous l'avez vu, d'informer le public sur les enjeux d'égalité, nous allons faire une importante campagne dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. L'année dernière, on a défini les violences cette année et je le dis, ce sera sur le contrôle coercitif. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à faire sur ces sujets et le Conseil est très préoccupé d'informer la population à ce sujet-là. Merci à tout le monde. Merci à vous. Isadora, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Madame Cordeau et Madame Julien. C'était vraiment intéressant. Merci de nous avoir présenté ce bilan. Et merci à toutes et tous pour votre participation à cette conférence. Notre prochaine conférence prendra forme d'un panel et aura lieu le 13 novembre prochain. Et ça va être notre dernière conférence de la série. Nos conférencières sont Louise Harel et Michel Stanton-Jean. Et le titre de cette discussion est L'évolution des politiques en matière santé et de bien-être des femmes au Québec. Et merci beaucoup à vous tous. Et aussi, n'oubliez pas de remplir notre sondage de délibération. Merci.